chers collègues, chers amis, bonjour à tous. Et merci encore une fois à Brigitte Marin pour cette excellente initiative et pour l'hospitalité toujours magnifique et agréable de l'École de Rome, ici pour nous les Athéniens tout particulièrement. Alors en effet, je crois que ces commémorations, c'est toujours une bonne chose d'avoir des commémorations. Alors bien sûr pour les moments de sociabilité que ces événements permettent, mais aussi parce que je crois que c'est important qu'on ait particulièrement dans cette période de réinterrogation des missions de nos établissements, c'est très important qu'on ait ces moments d'arrêt sur image qui nous amènent à revenir vers nos archives, à repenser l'historique des missions de nos établissements, parce que je crois qu'on a besoin d'une histoire intellectuelle de nos écoles, une histoire intellectuelle des disciplines qui ont fait école dans nos écoles. Et c'est parfois aussi une manière de remettre en avant et de réargumenter le bénéfice de cet ancrage de longue durée qui fait bien évidemment la très grande spécificité et l'énorme bénéfice de nos établissements, cet ancrage dans la longue durée qui est vraiment au cœur de nos histoires. Alors on a en effet à Athènes eu l'occasion, Brigitte le rappelait, en 2021 de commémorer les 175 ans de l'école française d'Athènes. Alors 175, ça peut paraître un drôle d'anniversaire, mais c'est parce que surtout c'était le bicentenaire de l'indépendance grecque et c'était une commémoration de la Grèce. Et il a été pour nous extrêmement intéressant de remettre en évidence la manière dont notre école a vraiment accompagné l'histoire du développement de l'État grec moderne et de réinterroger un certain nombre de ces aspects de notre passé commun. Alors aujourd'hui, vient en effet le temps de s'interroger sur les relations de l'école avec l'Italie comme source de formation, qui n'a effectivement pas l'exotisme oriental de la Grèce dans les récits des premiers membres. Ce qui est en jeu, c'est néanmoins une question de formation. Et puis c'est aussi intéressant de voir tout ce qui est laissé de côté et qui va construire les singularités des écoles dans les interstices des directives ministérielles. Alors, comme ça a été rappelé tout à l'heure, nous avons à l'École française d'Athènes amorcé déjà dans le cadre du quinquennal actuel cette réflexion sur l'histoire de l'école sous la forme d'un programme de recherche qui s'appelle « Pour une histoire décalée de l'École française d'Athènes » et qui est porté par Alexandre Farnoux, ancien directeur, mais aussi très grand connaisseur des archives de l'école et de ses interactions avec Athènes et avec la Grèce moderne. Et donc vous voyez sur cette diapositive quelques éléments de bibliographie ancienne et récente, auxquels viennent s'ajouter les éléments, les documents qui sont en ligne et qui ont été préparés dans le cadre de cette exposition sur les 175 ans de l'École française d'Athènes, et puis cette petite enquête que j'ai pu faire pour préparer cette intervention dans les archives de l'école montre que bien évidemment il faudrait avoir beaucoup plus de temps pour poursuivre cette exploration dans les archives et dans les archives administratives de l'École française d'Athènes en particulier sur les années qui vont de la fondation en 1846 jusqu'à la création de l'École de Rome en 1875. Donc j'exploiterai principalement ces différents aspects dans ce que je vais vous dire ce matin. J'insisterai sur 3 points principalement. Le fait d'abord que il existe, dès le point de départ, une réflexion sur un modèle commun d'établissement qui apparaît comme étant reproductible dans différents contextes. Alors c'est bien sûr une affaire de personne à chaque fois, et on doit aussi utiliser nos compétences d'historien à cette prosopographie. Mais cette réflexion, je crois, est vraiment présente dès les origines. Deuxième point, les évolutions institutionnelles qui sont très nombreuses dans les premières années de nos établissements font très tôt émerger des interrogations sur la définition des missions, sur les perspectives de ces établissements qui n'ont cessé au fil du temps de s'adapter en permanence. Et il y a cette agilité, cette souplesse de nos établissements
que nous pouvons, je crois, mettre très fortement en valeur aujourd'hui. Et puis, troisième point, la réflexion sur la formation est vraiment au cœur d'un processus intellectuel, une réflexion qui est fondatrice d'une méthode de recherche dès les débuts. Alors, premier point, première piste, puisque il y aurait beaucoup à dire sur chacun de ces aspects et à creuser davantage. Premier point sur lequel je voudrais insister, c'est cet effet de modèle d'établissement qui apparaît à travers le témoignage de certains de ceux qui se sont intéressés à l'histoire de l'école française d'Athènes. Il y a des généalogies intellectuelles qui sont intéressantes à souligner dans les parcours de ces fondateurs et au sein de nos écoles. Et bon, j'en prends un seul exemple qui est emblématique, qui est Georges Albert Radet, qui est l'auteur en 1901 de l'histoire et l'œuvre de l'école française d'Athènes. C'est une commande, ce livre est une commande du directeur de l'époque, Théophile Homole, dont on reparlera aussi. Et Radet est normalien, agrégé, athénien à partir de 1884. Il mène à partir d'Athènes des explorations archéologiques en Anatolie, d'où il va tirer ensuite une thèse de doctorat sur la Lydie antique. Et dans son histoire de l'école française d'Athènes, il commence par rappeler ses souvenirs romains, ce qu'il appelle à plusieurs reprises dans ses pages le noviciat romain. Et il évoque ici, évidemment, non pas l'école française de Rome, mais il évoque la Villa Médicis, l'Académie de France à Rome, et qui n'est pas évidemment le Farnèse, qui est la Villa Médicis, où logèrent les premières promotions d'Athéniens qui passaient par l'Italie et qui étaient au contact du milieu artistique de la villa. Et il écrit ceci: une des choses qui me frappèrent le plus lorsque j'eus le plaisir, il y a 16 ans, d'être l'hôte athénien de la Villa Médicis, ce ne furent ni la loggia, ni le bosco, ni le magnifique panorama qu'on a des campaniles, ce fut la saine et cordiale simplicité avec laquelle tous, architectes, sculpteurs, peintres, musiciens, graveurs, se jugeaient les uns les autres. Il ne me parut pas que la camaraderie souffrit de ce mâle et fraternel accent de sincérité vibrante. Le monde d'où je sortais, jeune lui aussi original, ne connaissait guère de milieu entre le dénigrement et l'apothéose. Rien ne me fut d'un plus salutaire exemple que l'alliage de bonhomie et de vérité qui avait cours sur le Pincio. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve donc ce rôle de Rome comme étape entre l'école normale supérieure et l'école française d'Athènes, dans le voyage des membres qui partent s'installer à Athènes, avec deux apprentissages bien différents, et j'y reviendrai par la suite. Mais il est intéressant aussi de savoir que ce même Georges Radet devient ensuite professeur à l'université de Bordeaux, il devient doyen de la faculté des lettres, puis membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et il se trouve évidemment impliqué en 1909, avec le rôle que joue dans cette affaire son université de Bordeaux, il se trouve impliqué dans la création de l'école des hautes études hispaniques, qui est ouverte par son université à Madrid pour accueillir de jeunes chercheurs français et qui va être le prélude à la création de la Casa de Velázquez quelques années plus tard. Alors bien évidemment, dans son parcours intellectuel, Georges Radet avait en tête ce qu'il avait connu, qu'il avait vécu et expérimenté à Athènes et à Rome. Et on voit qu'on a là affaire à un modèle intellectuel, à un modèle d'expérience intellectuelle qui se conçoit progressivement par ces générations de membres et qui va essaimer et s'exporter dans d'autres pays et connaître ensuite des adaptations. Et je crois que cette conscience d'une réflexion commune est utile à rappeler aujourd'hui parce que ça nous permet de rappeler qu'on doit préserver tout ce qui fait la spécificité de nos écoles, leur ancrage sur le terrain, leur autonomie, leur complémentarité, mais qu'en même temps, tout cela procède d'une réflexion intellectuelle qui fait sens dans un modèle d'établissement qui est partagé et qui est ancré dans les pays hôtes. Alors, quelques éléments d'une histoire institutionnelle avant d'en revenir à ces aspects de formation, pour rappeler quelques points qui sont bien connus. L'école française d'Athènes est fondée en 1846. C'est le premier établissement étranger qui est implanté en Grèce. C'est le premier établissement français implantée à l'étranger, et elle est tout de suite marquée par la polyvalence. Alors la décision officielle qui figure dans le décret de fondation contient une formulation relativement sobre, une école française de perfectionnement pour l'étude de la langue, de l'histoire et des antiquités grecques.
On y envoie pour 2 à 3 ans des missions qui se composent d'élèves de l'école normale supérieure reçus, agrégés des classes d'humanité, d'histoire ou de philosophie. Et puis, en plus de leurs missions qui sont de nature archéologique, apparaît assez vite une mission d'enseignement du français auprès des Grecs. Mais il y a évidemment des raisons géopolitiques à la création de l'école française d'Athènes dans ce concert des nations et sur les ruines de l'Empire ottoman, hein, puisque c'est ce qui est en jeu là aussi avec la construction du jeune État grec. Et on a des traditions philhellènes, des problématiques de diffusion des Lumières en Orient, des préoccupations d'impérialisme politique qui, bien sûr, se mêlent aux ambitions scientifiques. Quelques années auparavant, dans les années 1830, le corps expéditionnaire français de Morée qui libère le Péloponnèse est accompagné, vous le savez, d'un corps de savants, comme l'avait été l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Et cette dualité entre le savant et le politique se maintient dans les premières décennies de la vie de l'école, d'autant plus que, conformément aux intérêts de la jeune Grèce, l'école d'Athènes est très tournée vers l'Orient, vers l'Asie mineure, vers l'Anatolie. Conformément aux intérêts français en Orient, elle est aussi tournée vers le Levant, avec cet enjeu de la diffusion de la langue et de la culture française. Et de fait, les membres de l'école française s'intéressent très profondément à l'actualité de la Grèce, à la Grèce moderne. Ils prennent des positions philhellènes dans des journaux français comme la Revue des Deux Mondes. Ils font connaître les enjeux géopolitiques de l'Orient et du Levant au public français. Alors, c'est ce qui explique que le premier directeur, Amédée d'Aveluy, n'était pas particulièrement favorable aux recherches érudites et la vie des premières promotions d'Athéniens, qu'on appelle les argonautes, s'inscrit plutôt dans la tradition humaniste du voyage de découverte, avec un intérêt très marqué pour la Grèce moderne, autant que pour les vestiges de l'Antiquité. Alors, les membres participent largement à la vie intellectuelle, mais aussi à la vie sociale et mondaine de la nouvelle capitale, d'autant plus que l'école à Athènes est en face du palais royal, sur la place Syntagma. La préoccupation du directeur suivant, Émile Burnouf, est de faire de l'école française d'Athènes une représentation universitaire de la France en Orient et au Levant. Il écrit un centre d'idées françaises placé aux limites du monde européen. Et c'est pourquoi il est assez peu favorable à ce que l'école devienne un établissement d'érudition contrôlé par l'Académie, ou, comme on le lit dans un rapport un peu critique du ministère à l'époque, une succursale de correspondants pour l'archéologie et les inscriptions. Et pourtant, les textes réglementaires qu'on voit apparaître dans ces années-là viennent très tôt définir et encadrer les missions de l'établissement, avec un premier décret en 1850 qui place l'école sous la tutelle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, par une réforme qui affirme sa vocation scientifique, avec un modèle qui n'est pas très éloigné de celui de la Villa Médicis, qui à l'époque est la référence connue. Et de fait, on le verra tout à l'heure, les membres ont de très nombreux contacts par l'intermédiaire des études d'architecture avec la Villa Médicis. En 1959, un nouveau décret prévoit une section scientifique et une section artistique à côté de la section des lettres. Alors, la première, la section scientifique, est clairement dans le prolongement de l'expédition scientifique de Morée, mais elle n'a pas été vraiment suivie d'effet. La seconde, la section des beaux-arts, elle est très fortement liée à la place des architectes venant de l'Académie de France à Rome. Et on aura l'occasion d'en reparler au cours de cette matinée. Et puis, en 1974, dans le contexte qui suit la défaite de 70 face à l'Allemagne, le relèvement des études scientifiques devient une préoccupation nationale dans la compétition avec l'Allemagne. Et cette réforme de 74 clarifie les missions de l'école française d'Athènes, avec finalement une seule section des lettres, avec un rôle de l'Académie qui est conforté parce que l'Académie passe commande scientifiquement pour les études que vont mener les membres sur le terrain. Ce sont des explorations archéologiques et un concours avec des disciplines d'érudition qui visent à permettre de forger ces compétences qui permettent l'exploration archéologique et qui se traduisent par un mémoire à rendre à l'Académie. Alors c'est dans ce contexte qu'est décidée en 1873 la création de la section romaine de l'école française d'Athènes comme une extension de la formation des Athéniens. Il s'agit de préparer ces Athéniens à bien mener l'exploration archéologique dont ils sont chargés en Grèce et en Orient.
Et ces membres, donc, désignés pour mener ces explorations en Grèce et en Orient, doivent séjourner 1 an à Rome avant de rejoindre Athènes. C'est une étape qui doit leur permettre de se former aux disciplines qui vont ensuite avoir à appliquer sur le terrain en Grèce. Alors, on voit bien dans les archives de cette période une tension entre 2 stratégies qui finalement donnent l'impression d'avancer en parallèle. Celle du ministère et de l'Académie d'une part, qui tentent à mettre l'accent sur les sciences de l'érudition, et puis la stratégie du directeur de l'école française d'Athènes qui est sur place avec la légation et qui voit, lui, des enjeux politiques et stratégiques à la présence française en Orient. Et comme vous le savez, ce n'est pas le directeur de l'école française d'Athènes, Émile Burnouf, qui est désigné par le ministère pour porter ce projet, mais c'est un Athénien plus jeune, Albert Dumont, qui, lui, lorsqu'il expose ce projet au ministère, donc vous voyez ici Albert Dumont et ce buste qui trône à l'école française d'Athènes dans les salons de la direction et qui existe aussi à la direction au Palais Farnèse. Donc Albert Dumont, lui, insiste sur la nécessité de former une archéologie française dans un contexte qui est clairement celui de la rivalité avec l'Allemagne, puisque l'Institut de correspondance archéologique de Rome, qui avait été fondé en 1829 sous la forme d'une fondation patronnée par Frédéric de Prusse, était au départ soutenu aussi par la France et par l'ambassadeur du roi de France. Et puis, après ces débuts très franco-germaniques, l'Institut devient, vous le savez, assez vite exclusivement dominé par la Prusse. Alors, cet institut et ses publications sont un modèle pour la jeune archéologie française qui est implantée en Grèce. Et Burnouf, le directeur de l'école d'Athènes, Émile Burnouf, prend clairement modèle, vous le voyez dans cet extrait, sur cet exemple de l'Institut de correspondance archéologique de Rome, au moment où il crée la revue d'Athènes, le bulletin de correspondance hellénique, et qui est destiné à jouer le même rôle, en définitive, dans la transmission du savoir et des découvertes archéologiques. L'Académie elle-même insiste auprès d'Émile Burnouf et d'Albert Dumont sur la nécessité de mener à bien cette mission d'exploration et de transmission des nouvelles découvertes et des connaissances depuis la Grèce vers l'Académie pour renforcer les savoirs et le potentiel scientifique français face au modèle allemand. Et on trouve dans la correspondance du directeur avec l'Académie cette phrase du secrétaire perpétuel: c'est un exemple que nous croyons devoir signaler au patriotisme du directeur, que de devoir transmettre ce savoir. Et l'exposé d'Albert Dumont, quand il défend auprès du ministère ce projet de création d'une section romaine, met très clairement l'accent sur ce point: arrêter en Italie et en Grèce l'envahissement de la science allemande, si active, si dédaigneuse, si ignorante des qualités que nous pouvons opposer aux siennes. Alors, c'est une note qui est clairement politique, mais en même temps, on trouve dans d'autres documents produits par Dumont un autre type d'approche et un autre ton. Mais en tout cas, c'est dans cette lignée, dans cette continuité d'analyse que se prolonge le projet de section romaine de l'école française d'Athènes, puis d'institution de l'école française de Rome en 1875, avec cette double mission, servir d'abord de préparation aux membres de l'école française d'Athènes, et puis parallèlement développer ses missions propres, parce que l'Académie regrettait aussi dès 1873 que la France n'ait pas une institution semblable à celle d'Athènes pour étudier les antiquités romaines. Alors, dans ce schéma, dans ce schéma de fonctionnement, 2 promotions de membres de l'école française d'Athènes seulement, finalement, celle de 1873 et celle de 1874, vont vraiment bénéficier de cette initiation d'1 an à Rome. Les promotions de 75 et 76 vont passer aussi 1 an à Rome, mais sans recevoir le même enseignement. Et puis, petit à petit, finalement, l'idée du séjour d'1 an à Rome finit par
faire long feu parce que dans l'enseignement supérieur français, les études sur les sciences auxiliaires se développent et permettent d'acquérir cet enseignement en France avant le départ. Et la promotion athénienne de 77 revient, et ça sera le cas pour la suite, à une tradition de voyage de 3 mois tel que l'établissait le premier décret statutaire de 59. Alors, ce qui joue certainement un rôle aussi, c'est que dans ces mêmes années, à partir de 1872, l'école française d'Athènes s'installe dans son emplacement actuel, qui n'est plus en face du Palais Royal et qui contribue très très fortement à formaliser davantage son identité, comme le montre très bien le livre d'Alexandre et Lucile Farnoux, puisque c'est en lien avec la ville d'Athènes, en lien avec la Grèce, en lien avec son environnement, que l'école se développe avec un programme scientifique au pied du Lycabette. Et puis viendront ensuite d'autres étapes avec le rôle de l'armée d'Orient en 1917, le rôle de la catastrophe d'Asie mineure et de la révolution jeune turque dans les années 20-22, qui vont contribuer à enraciner le rôle de l'école française d'Athènes dans cet espace athénien, balkanique et oriental, tandis que de son côté, l'école de Rome développe son ancrage local aussi et ses propres dynamiques vers l'étude des archives et des manuscrits. Donc les deux établissements prennent deux trajectoires différentes, et ce qui reste pour les Athéniens, c'est le lien très fort avec la Villa Médicis en raison du rôle qu'occupe l'architecture antique dans les études des Athéniens et en raison des collaborations récurrentes avec les prix de Rome qui viennent travailler à l'école d'Athènes. Et le décret de 74 qui fixe les nouveaux statuts de l'école française d'Athènes prévoit d'ailleurs aussi que les pensionnaires de l'Académie de France soient accueillis à Athènes, et c'est là que réside en fait pour les Athéniens le vrai partenariat romain dans les années qui suivent. Alors pour terminer, je voudrais passer un petit moment sur revenir à cette question de la formation en Italie avant la Grèce, à travers les archives qui laissent entrevoir beaucoup d'aspects intellectuels tout à fait intéressants de cette formation, après donc avoir brossé ce rapide panorama des évolutions institutionnelles. Alors, on peut pour cela prendre deux pôles distincts. On dispose à l'école du carnet de voyage de Charles Lévesque, qui est un des premiers membres. Il appartient à la première promotion des membres de l'école française d'Athènes en 1847, et donc lui fait le voyage vers Athènes par l'Italie. Et puis, à l'autre bout de la période, on a le cours d'archéologie qui a été donné par Albert Dumont à Rome pour la première promotion des membres de l'école française d'Athènes, installée pour un an à Rome en 1874. Et on voit que ce séjour à Rome, dès les débuts de l'école, c'est vraiment une initiation culturelle, à la fois à l'art antique et à l'art moderne. Et le premier directeur, Amédée d'Aveluy, l'écrit sous la forme d'un rapport au ministère dès 1847 à propos de ce passage par l'Italie. Ce sont là des germes qui ne tarderont pas à se développer sous le ciel de la Grèce. Et les premiers Athéniens font le voyage vers la Grèce en bateau, avec une escale de 3 semaines à Rome, à l'Académie de France, pour visiter la ville. Et puis, ils passent ensuite par Naples. De là, ils réembarquent pour la Grèce, en passant par le Péloponnèse. Alors, il n'y a pas encore le canal de Corinthe, donc on passe par le site de la bataille de Navarin, qui est évidemment un autre élément de pèlerinage de philhellénisme. Donc c'est vraiment un voyage initiatique, et ça n'est pas un hasard que le vocabulaire employé par les autorités ministérielles parle de noviciat à Rome à plusieurs reprises, et ce sont des termes qu'on va retrouver régulièrement dans la correspondance officielle. Alors vous voyez ici sur la photo cette première promotion des Athéniens, avec le directeur ici, Amédée d'Aveluy, puis on reconnaît Émile Burnouf, qui deviendra ensuite le deuxième directeur de l'école. Alors ce carnet de Charles Lévesque en 1847, l'école va le publier sous la forme d'une édition commentée,
prochainement. Ce carnet, il est tout à fait intéressant. C'est un ensemble de notes plutôt qu'un récit, avec parfois aussi des croquis, depuis son point de départ en France jusqu'à Athènes. Et il prend des notes sur les expéditions qui sont menées au cours de ces années de membre. On y trouve aussi des indications sur les lectures qu'il doit faire et qui lui sont suggérées par différents interlocuteurs. Il note des choses très concrètes sur les étapes de son voyage. Vous voyez ici, on lit à son point de départ depuis la France, seul dans un coupé avec un bonhomme qui va à Villefranche. Et puis le temps qu'il fait, nuit horrible, mal à la jambe, etc. On est vraiment dans les notes de voyage avec ce récit. Alors il est originaire de Bordeaux, il embarque de Marseille le 11 février. Et il retrouve d'autres camarades de sa promotion. Ils arrivent à Rome le 14 février, après un passage par Livourne, par Pise, par Civitavecchia, et ils vont visiter Rome jusqu'au 5 mars, avant de partir pour Naples, où ils visiteront Pompéi, Herculanum, Pouzole, et ils partent ensuite pour la Grèce et arrivent à Athènes le 22 mars. Alors c'est un carnet qui rapporte aussi des questions intimes. Il parle par exemple de sa nostalgie, il appréhende la longueur de sa mission de 2 ans, il verse des larmes avec un camarade sur ce qui est aussi vécu comme un exil dans ce voyage. Il rapporte des sujets de conversation qui portent sur des comparaisons, qui touchent beaucoup à la question de l'esprit des Grecs par rapport à l'esprit des Romains. Ce sont des questions qui agitent beaucoup cette première promotion d'explorateurs, de jeunes explorateurs. Et c'est un carnet qui est parsemé de remarques qui paraissent un peu naïves à nos yeux, mais qui traduisent finalement l'émerveillement de ces premières découvertes pour un jeune homme qui découvre tout à la fois un savoir, une esthétique et une atmosphère en passant par l'Italie. Quelques-unes de ces réflexions. Je peux quitter Rome, j'ai vu l'idéal. Ou encore, je grandis à chaque pas. Dans ses visites des monuments de Rome, il a aussi le souci de noter ses observations, mais on voit qu'il n'a pas reçu encore cette fameuse formation qui viendra après. Donc ce sont des impressions et surtout des impressions esthétiques. Vous voyez par exemple ici, le 17 février, mercredi des Cendres, c'est la visite de Saint-Pierre de Rome. Alors on lit sur cette page du carnet, façade médiocre, rapportée, vestibule qui serait une église à lui seul, je sens réellement, mais sans enthousiasme, la grandeur du monument. Un peu plus loin, à propos des anges de Canova, forme un peu féminine, mais d'une pureté et d'une perfection idéale. Ma pulsion pour la sculpture ne fait que croître. Et à propos du baldaquin d'après le Bernin, mauvais goût. Donc on est vraiment dans une approche complètement émotionnelle, une approche de pèlerinage, avec des réflexions aussi sur les monuments païens comparés aux monuments chrétiens, sa déception aux catacombes qui ne lui font pas éprouver d'émotion, contrairement à ce qu'il attendait. Mais un travail un peu plus approfondi, en revanche, sur les monuments antiques, avec des fois des croquis, des descriptions. Alors, ce qu'il a vu et entendu en Italie, reste ensuite une référence dans sa découverte de la Grèce au cours des premières semaines. Alors, par exemple, lorsqu'il entend pour la première fois le grec moderne, il fait dans son carnet tout de suite la comparaison avec l'italien, en écrivant que c'est une langue harmonieuse comme l'italien. Mais ses premières impressions de la Grèce sont davantage marquées, en revanche, par le paysage, une autre de ses réflexions. Comment ne pas naître artiste quand on a pour berceau un tel pays ? Ce pays n'est pas romantique, il est beau. Et le contraste pour lui, très clairement, entre l'Italie et la Grèce, c'est ce passage du monument au paysage, là où le monument en Grèce est à explorer, à analyser et à découvrir. Il fait rarement des comparaisons avec les monuments qu'il a vus à Rome, mais quand il découvre la sculpture classique en Grèce, il est sans parallèle. À propos des métopes du Parthénon, c'est hardi comme les romantiques, mais toujours idéal, voilà la merveille. Et on voit que c'est vraiment une analyse qui se construit
vraiment ex nihilo, à partir de ses réflexions sur la perfection des formes et la nature du beau. Alors bien sûr, tout ça n'est pas étranger à la trajectoire du personnage de Charles Lévesque, qui deviendra professeur de philosophie à la Sorbonne, puis au Collège de France. Son successeur sera Henri Bergson au Collège de France. Et Charles Lévesque a écrit des ouvrages sur le principe du beau, et on voit à quel point ce passage par l'Italie, puis ce séjour en Grèce a été constructeur de cette appétence pour le sujet et a joué un rôle dans sa formation en tant que membre de l'école française d'Athènes, puis professeur de philosophie. Alors au contraire, quand on en arrive à l'autre bout de la chaîne, à cette construction d'un programme d'archéologie par Albert Dumont, mandaté par le ministère, au moment où est créée la section romaine de l'école française d'Athènes en 1873, on a affaire à tout autre chose. Et c'est une étape romaine qui clairement s'inscrit dans quelque chose qui veut faire système. Et donc ce qu'on voit vraiment dans cette documentation qu'il faudrait bien sûr explorer plus avant, c'est que le cours d'archéologie d'Albert Dumont, il est vraiment destiné à construire un système de formation qui se fait par étapes, avec l'école normale supérieure dans laquelle on apprend le grec, le latin, les humanités. Et puis, il fallait construire ces étapes avant de partir sur le terrain d'Athènes et de l'Orient où rien n'est balisé. Ce sont des terrains d'exploration. Et le point d'ancrage, c'est Rome. Rome qui est, le dit Dumont dans son cours, le musée universel qui va permettre d'ancrer cette formation. Donc le projet de succursale de l'école d'Athènes à Rome, il est vraiment inspiré de la nécessité de consolider la formation académique des membres dans la continuité du concours qu'il passe, puisque, si vous vous souvenez, on a vu tout à l'heure que l'Académie a institué des disciplines par un concours, qui sont des disciplines d'érudition des sciences de l'Antiquité, épigraphie, architecture, sculpture, céramologie, peinture, et c'est bien cela que l'on va retrouver dans la formation dispensée par Albert Dumont. Alors, ce cours, il est longuement préparé dans une interaction avec l'Académie, avec le ministère. Le ministère trouve en Albert Dumont, en effet, un professeur et un administrateur qui est capable de mettre en œuvre ce nouvel édifice intellectuel. D'ailleurs, Dumont porte le titre de sous-directeur de l'école française d'Athènes et doit rendre compte de sa mission au directeur Émile Burnouf. Et c'est une logique que l'on va retrouver encore jusqu'en 1875 dans les objectifs assignés par le décret de fondation à l'école de Rome. Et le premier objectif, c'est la préparation pratique des membres de l'école française d'Athènes aux travaux qu'ils doivent faire en Grèce et en Orient. Alors, ce cours d'Albert Dumont, donc, comme je le disais, il est préparé méthodiquement entre l'Académie, le ministère et Albert Dumont lui-même. C'est pourquoi il est publié dans la revue archéologique de 1874, puisqu'Albert Dumont doit montrer qu'il a répondu à la commande. Et dans ce cours, il précise les principes de sa méthode. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'il définit en même temps les grands principes de ce qui va devenir une archéologie française en train de se constituer en une épistémologie. Alors, la commande est très clairement formalisée, pardon, je vais trop vite. La commande est clairement formalisée par le ministère, qui écrit à Dumont en lui envoyant les instructions de l'Académie, et le ministre, dans un courrier, dit à Dumont: je vous invite à vous bien pénétrer des intuitions de l'Académie et à vous mettre en mesure d'y conformer votre enseignement. Donc tout ça est très préparé et très, très réfléchi. Et dans ce cours, pour Dumont, il s'agit d'apprendre à bien voir, pour ne pas passer plus tard à côté de découvertes importantes qui, autrement, risqueraient de ne pas attirer suffisamment l'attention des jeunes Athéniens une fois qu'ils seront sur le terrain en Orient. Et il leur dit: vous êtes à Rome, dans le musée de l'histoire universelle. Il est peu de questions d'archéologie que nous ne puissions traiter ici en mettant sous vos yeux les documents originaux qui l'éclairent. Il vous est permis de toucher les objets, de faire ces études pratiques qui sont les plus fructueuses de toutes. Alors c'est un programme pour Dumont qui est conçu comme un discours de la méthode, puisqu'on a cette idée qu'à partir des civilisations éducatrices que sont Rome et Athènes, on va pouvoir, une fois qu'on sera en Orient, distinguer
ce qui est grec, c'est-à-dire revenir aux origines, de ce qui ne l'est pas, ce qui est, il emploie ce terme grec, de ce qui relève des civilisations barbares. Et donc en abordant les pays barbares par comparaison, on va pouvoir identifier les styles, et en identifiant les styles, on va pouvoir identifier en quelque sorte le génie des peuples. Donc l'ambition d'emblée, c'est de permettre d'aller plus loin vers l'Orient, ce que l'École française d'Athènes fera en effet, avec cette ambition d'étudier toutes les civilisations anciennes, de se donner des méthodes pour le faire, et pas seulement d'étudier l'Antiquité classique grecque et romaine. Donc c'est un programme qui inclut les disciplines du concours d'entrée, l'archéologie, l'architecture, la sculpture, la peinture, l'épigraphie, la céramologie. L'Académie souligne d'ailleurs auprès de Dumont à plusieurs reprises l'importance du dessin pour les membres, et l'importance qu'il y a à faire en sorte que les membres maîtrisent le dessin architectural et archéologique. Mais au-delà de ça, c'est une réflexion dans ce cours sur la manière dont on va pouvoir se doter de compétences pour aborder la question des provenances, qui sont la construction de la preuve sur les origines d'un objet et qui sont elles-mêmes des éléments fondateurs de chronologie, de mise en série et d'approche par les styles. Alors, c'est un document qui contient aussi des éléments de méthode sur ce qu'est un corpus, la manière de construire des catalogues, la manière d'élaborer des séries, l'archéologie comme science d'observation, toutes choses qui sont évidemment fortement inspirées du modèle allemand, dont il existe à cette époque déjà un certain nombre d'exemples et de modèles, mais qu'il faut enraciner dans une formation française dispensée à ses jeunes membres. Et puis ce sont aussi des questions qui aboutissent à une réflexion de nature morale sur l'expression du caractère d'un peuple que l'on va permettre peu à peu d'analyser et d'élucider par cette analyse méticuleuse des objets, des provenances et des styles. Donc c'est un cours qui est vraiment conçu pour faire système. Dans Rome, qui est une ville, qui est un musée, qui permet d'étudier des monuments, de voir et de toucher, là où Athènes, la Grèce, l'Orient sont des espaces d'exploration qui ne sont pas balisés, qui sont beaucoup plus aventureux. Et de fait, dans les archives des premier directeur de l'École française d'Athènes, on trouve certaines réflexions sur des membres envoyés par l'Académie, qui étaient de bons savants, mais pas des explorateurs, et parfois des gens un peu lunaires, dirait-on aujourd'hui, qui avaient du mal à s'adapter aux réalités du terrain. Et c'est une remarque qu'on trouve à quelques reprises dans la correspondance des directeurs avec la tutelle. Alors, cet aspect construit par Albert Dumont, dont on sait le rôle dans la construction d'une institution de recherche comme Athènes et comme Rome, est tout à fait intéressant. Mais je voudrais, pour conclure, rendre hommage aussi à Émile Burnouf, qui est le directeur de l'École française d'alors, et qui, me semble-t-il, joue aussi un rôle très important dans cette construction collective d'un modèle intellectuel. Et là encore, je reviens à la question des contacts personnels, de la prosopographie et de la conscience progressive d'un modèle d'établissement. Je crois que tout cela n'est pas que l'œuvre d'Albert Dumont tout de même, parce que Émile Burnouf a des liens assez réguliers avec Victor Duruy, ministre de l'Instruction publique sous le Second Empire de 1863 à 1869. Et il faut se rappeler que c'est Victor Duruy qui fonde l'école pratique des hautes études, et il la fonde avec ce mot d'ordre d'en faire une école d'application, placer à côté de l'enseignement théorique les exercices qui peuvent le fortifier et l'étendre. Et je crois que cette notion d'application, d'école d'application, c'est pour moi un modèle que je reprends souvent dans la manière de définir l'école française d'Athènes. C'est d'ailleurs une notion, école d'application, qu'on retrouve à plusieurs reprises à propos de l'école française d'Athènes dans la correspondance des directeurs avec l'Académie, et on la retrouve dans certains comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et je crois que l'école française d'Athènes est vraiment une école d'application qui procède de ces différentes influences héritées, Villa Médicis, mais aussi école pratique des hautes études, qui procède de ces contacts dans ce milieu intellectuel du XIXe siècle qui est en train d'explorer et de réaliser ce que vont être les modèles de la science.
Voilà, je voulais partager cette dernière réflexion avec vous à propos des liens entre nos écoles. Je vous remercie.